Alors bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais parler du premier sujet qui est fondamental pour bien comprendre la médecine chinoise. Et donc ce premier sujet, il s'agit donc des 5 substances, donc ce qu'on appelle les 5 substances et les 3 trésors en médecine chinoise, en sachant donc que les 3 trésors sont intégrés dans les 5 substances. Et donc pour les citer donc très rapidement, donc au début de cette vidéo qui sera donc assez longue, donc je vous recommande de vous accrocher un petit peu et d'avoir votre concentration pleine et entière pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà. Et donc dans le détail, les 5 substances, ce sont le Jing, le Chen, le Qi, le sang et les liquides organiques. Et donc dans ces 5 substances, on va avoir les 3 trésors qui regroupent seulement les 3 premiers, c'est-à-dire le Jing, le Chen et le Qi. Donc voilà. Et donc, bien sûr, la source de cette vidéo, ce sera donc un document de l'association Zongli que je vais mettre donc en description pour que vous puissiez y accéder, donc voilà, en toute liberté. Et donc, je vais détailler successivement donc ces 5 substances dans cette vidéo. Et je commence donc par le Chen. Et donc, ce qu'il faut savoir déjà sur le Chen, c'est que ça regroupe 2 notions donc en médecine chinoise. Premièrement, le Chen va désigner l'esprit. Il désigne donc l'ensemble des facultés mentales qui résident au cœur en médecine chinoise. Et donc deuxièmement, le Chen va désigner l'ensemble des aspects émotionnels et mentaux de l'être humain, associés à tous les autres viscères, et donc plus particulièrement aux organes yin, aux viscères yin, pardon. Et donc ici, je vais considérer tout d'abord la première signification, le Chen en tant qu'esprit. Et donc, quelles vont être les facultés mentales que l'on va associer au Chen? Ici, le Chen en tant qu'esprit. Il va s'agir tout d'abord donc de l'activité mentale qui comprend la vie émotionnelle. Il va s'agir de la conscience, de la mémoire, de la pensée et du sommeil. Et comme je l'ai dit, en médecine chinoise, le Chen réside au cœur, ce qui signifie donc que l'état du cœur et du sang aura des répercussions sur les activités mentales et émotionnelles de l'individu. Et donc on va dire en médecine chinoise, si le cœur est vigoureux et le sang abondant, l'activité mentale est normale, la vie émotionnelle équilibrée, la conscience claire, la mémoire bonne, la pensée vive et le sommeil bon. Au contraire, si on a un cœur faible et un sang insuffisant, cela entraîne des problèmes mentaux comme la dépression, une mauvaise mémoire, une pensée émoussée, des insomnies ou de la somnolence, et dans les cas extrêmes, des pertes de connaissance. C'est pourquoi on dit donc que le cœur est la résidence de l'esprit. La fonction que possède le cœur d'abriter l'esprit dépend d'une nutrition correcte du sang et réciproquement, la fonction de gouverneur du sang est liée à l'esprit. On dit donc que l'esprit est le gouverneur du sang. Il existe ici donc une dépendance mutuelle entre ces deux fonctions. On dit également que le sang est la racine de l'esprit, car ça permet donc d'enraciner l'esprit, de l'ancrer on peut dire. Et donc on dit, un sang du cœur abondant contient et stabilise l'esprit, de sorte qu'il peut être calme et heureux. Alors qu'un sang du cœur insuffisant ne permet pas de stabiliser l'esprit. Il y a alors apparition d'agitation mentale, de dépression, d'anxiété et d'insomnie. Inversement, l'agitation mentale, les problèmes émotionnels et la tristesse peuvent entraîner un vide de sang du cœur, avec donc des palpitations, un teint pâle, un pouls faible et irrégulier, donc par exemple. Mais l'esprit va également influencer donc l'état émotionnel de l'individu. Ainsi, si le cœur est vigoureux, l'esprit l'est aussi, et l'individu est heureux. Si le cœur est faible, l'esprit manque de vitalité, et l'individu est triste, déprimé et n'a goût à rien. Si le cœur souffre de plénitude, l'esprit en est affecté et l'individu
peut présenter donc des désordres mentaux comme un état maniaco-dépressif. Donc ce n'est ici qu'un exemple. L'état du cœur détermine également la capacité de la personne à entretenir des relations humaines positives. Un cœur et un esprit vigoureux ont une influence bénéfique sur notre capacité à entretenir de bonnes relations avec les autres. Inversement, des problèmes émotionnels dus à des difficultés relationnelles peuvent affaiblir le cœur et l'esprit. Donc ce qu'il faut également savoir à propos du Chen en tant qu'esprit, c'est qu'on dit que l'essence, donc ici l'essence c'est le Jing, et le Qi fournissent une base matérielle à l'esprit. C'est-à-dire, on va dire que si l'essence est florissante et le Qi vigoureux, l'esprit est heureux et calme. Inversement, si l'essence est faible et le Qi insuffisant, l'esprit souffre. C'est pourquoi on dit l'éclat des yeux reflète à la fois l'état de l'essence et celui de l'esprit. L'essence, le Qi et l'esprit sont appelés donc les trois trésors. Donc je vais maintenant considérer la deuxième signification du Chen. Le Chen en tant qu'ensemble des aspects émotionnels et mentaux associés aux 5 viscères yin de l'être humain. Et donc, on va tout d'abord avoir donc l'esprit associé au cœur, donc l'esprit qu'on va appeler le Chen, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. On va avoir ensuite ce qu'on va appeler l'âme éthérée, associée au foie, l'âme éthérée qu'on va appeler le Hun. Je vais mettre les mots à chaque fois. On va avoir ensuite l'âme corporelle, associée au poumon, l'âme corporelle qu'on va appeler Po en chinois. On va avoir la volonté associée au rein, la volonté qu'on va appeler Zi. Veuillez bien m'excuser pour la prononciation, si je prononce mal, voilà, je ne parle pas chinois, je fais de mon mieux. On va ensuite parler de la pensée associée à la rate, donc la pensée qu'on va appeler Yi, par exemple. Et donc là, je cite une citation qui est présente dans le document, qui dit « L'esprit est une transformation de l'essence et du Qi. Les deux essences, c'est-à-dire l'essence du ciel antérieur et l'essence du ciel postérieur, dont je parlerai plus tard, contribuent à la formation de l'esprit. L'âme corporelle est l'assistante de l'essence et du Qi. Elle est fort proche de l'essence, mais elle entre et sort. L'âme éthérée complète l'esprit et le Qi. Elle est fort proche de l'esprit, mais elle va et vient. La pensée correspond à la mémoire. C'est la mémoire qui dépend du cœur. La volonté est comme un esprit qui aurait un but et une visée. Le rein stocke l'essence et grâce à la volonté, il peut réaliser notre destinée. » Donc voilà, fin de citation. Et donc ici, je vais décrire successivement donc, ces 5 aspects du Chen en tant qu'aspect émotionnel et mentaux. Donc le premier aspect, c'était le Chen donc associé au cœur, l'esprit. Ça, je l'ai déjà détaillé juste avant. Donc on continue donc avec l'âme éthérée, le Hun qui est associé au foie. Et donc il est dit, l'âme éthérée associée au foie correspond globalement au concept occidental d'âme. Elle entrerait donc dans le corps peu après la naissance. Elle est éthérée par nature par opposition à l'âme corporelle qui est physique et elle survit au corps après la mort. Donc on parle ici de l'âme éthérée. L'âme peut être décrite comme cette partie de l'âme qui quitte le corps lorsqu'il meurt et prend alors une espèce de forme physique. Ceci est fort proche de la conception des Grecs de l'Antiquité qui considéraient l'esprit en tant que pneuma, c'est-à-dire souffle, et l'âme en tant que psyché, c'est-à-dire un vent ou un souffle vital. Le concept d'âme éthérée est étroitement lié aux anciennes croyances chinoises dans les esprits et les démons, par exemple. Selon ces croyances, les esprits et les démons sont des créatures qui, par certains côtés, sont proches de l'âme, qui ont conservé une apparence physique, mais qui errent de par le monde des âmes. Certains sont bons, d'autres mauvais. L'âme éthérée
est de nature yang et éthérée. Elle retourne donc à un monde d'énergie subtile et immatérielle à la mort. On dit que l'âme éthérée influence notre faculté à organiser notre vie et à lui trouver un sens. Lorsqu'une personne souffre de confusion mentale et que sa vie n'a plus de sens, on la compare à l'âme éthérée qui erre sans but dans l'espace et le temps. Si le sang du foie est resplendissant, l'âme éthérée a une base solide et peut nous aider à organiser notre vie avec sagesse et perspicacité. Si le sang du foie, au contraire, est insuffisant, l'âme éthérée n'a pas de base solide et ne peut donner un sens à notre vie. Si le sang du foie ou le yin du foie sont très faibles, l'âme éthérée peut, à certains moments, quitter temporairement le corps la nuit, pendant le sommeil ou les phases d'endormissement. Les personnes qui souffrent d'un vide de yin important peuvent avoir la sensation de flotter pendant quelques instants, juste avant de s'endormir. On dit que cela provient de l'âme éthérée qui flotte, car elle n'est pas enracinée dans le sang et le yin. L'âme éthérée étant également en liaison avec l'esprit de décision, on dit qu'un vague sentiment de peur la nuit, avant l'endormissement, est aussi le fait de la faiblesse des racines de l'âme éthérée. Dans les discussions sur les maladies du sang, il est écrit « Si le sang du foie est insuffisant, le feu agite l'âme éthérée et entraîne des pollutions nocturnes accompagnées de rêves. » Donc fin de citation. Donc ici, les pollutions nocturnes, c'est tout simplement pendant la nuit, il va y avoir donc des pertes, si je puis dire, sexuelles, donc entre guillemets. C'est-à-dire que chez l'homme, il va y avoir des éjaculations spontanées et involontaires, donc pendant la nuit, et chez la femme, ce sera probablement donc des pertes vaginales pendant la nuit, involontaires, voilà. Et donc c'est ce qu'on va appeler dans toutes les médecines ancestrales des pollutions nocturnes, et ici donc on parle de pollutions nocturnes accompagnées de rêves, voilà. Mais ces pollutions nocturnes vont être notamment présentes dans tous les problèmes liés au vide de rein, dont je parlerai donc dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc pour l'âme éthérée, on passe à l'âme corporelle, peau associée au poumon. Donc l'âme corporelle peut se définir comme cette partie de l'âme qui est indissolublement attachée au corps et retourne à la terre avec lui après la mort. L'âme corporelle est étroitement liée au corps et pourrait s'envisager en tant qu'expression de l'aspect somatique de l'âme. Donc citation qui est présente dans le document, l'âme corporelle bouge et agit, et lorsqu'elle est active, on peut ressentir de la douleur et des démangeaisons. Fin de citation. C'est à l'âme corporelle que nous devons les sensations liées au toucher, à l'ouïe et à la vue. Tout comme l'idéogramme de Hun, donc précédemment, l'idéogramme de Po contient le radical Gi, qui signifie esprit ou démon. Donc au même titre que l'âme éthérée. L'âme corporelle émet également des sentiments et des sensations, permet également des sentiments et des sensations, pardon. Elle permet de sentir le froid ou le chaud, les démangeaisons ou les douleurs. C'est également elle qui est responsable de l'instinct humain. Grâce à elle, un nouveau-né peut spontanément pleurer et prendre le sein. L'âme corporelle est étroitement liée à l'essence. Elle pourrait être une manifestation de l'essence dans la sphère des sentiments et des sensations. Donc je rappelle ici l'essence, c'est ce qu'on appelle le Jing, dont je vais parler après. L'essence est la base d'un corps sain. L'âme corporelle permet des sensations et des mouvements fins et justes. Sur le plan émotionnel, l'âme corporelle est étroitement affectée par les émotions telles que la tristesse ou le chagrin, qui répriment ses sentiments et bloquent ses mouvements. Comme l'âme corporelle réside au poumon, ces émotions ont des effets puissants et immédiats sur la respiration que l'on peut considérer comme le battement de l'âme corporelle. La tristesse et le chagrin
gênent l'âme corporelle, dispersent le chi du poumon et retiennent la respiration. On peut avoir des troubles comme un souffle court et superficiel, une respiration superficielle et rapide qui ne semble provenir que de la partie supérieure de la poitrine, voire presque de la gorge. Dans ces situations, il faut libérer les émotions refoulées et tonifier le chi du poumon, ainsi que raffermir l'âme corporelle. Donc voilà, pour l'âme corporelle, on arrive à la volonté zi, associée donc au rein. Donc on nous dit la volonté réside au rein, c'est l'élan mental qui nous donne de la détermination et de la fermeté dans la poursuite de nos objectifs. On dit que le rein abrite la volonté, ce qui signifie que le rein qui détermine la force de notre volonté, que c'est le rein qui détermine la force de notre volonté. Si le rein est fort, la volonté l'est également. L'esprit est bien concentré sur les buts qu'il s'est fixés et il les poursuit de façon déterminée. Par contre, si le rein est faible, l'individu va manquer de volonté. L'esprit sera facilement découragé et s'écartera des objectifs fixés. Le manque de volonté et de motivation sont souvent des aspects importants de la dépression nerveuse et le fait de tonifier le rein donne souvent de bons résultats. Donc on arrive à la pensée, yi, associée donc à la rate. La pensée réside à la rate et correspond à notre capacité de penser, étudier, nous concentrer et mémoriser. Mais le cœur a également une influence sur la pensée et la mémoire, comme énoncé auparavant. La rate influence donc notre capacité à penser, étudier, à nous concentrer, à fixer notre attention et à mémoriser. Ainsi, si le chi de la rate est vigoureux, notre pensée est claire et nous sommes capables de nous concentrer et de mémoriser facilement. Si le chi de la rate est faible, au contraire, la pensée est lente, la concentration relâchée, la mémoire défaillante. Inversement, trop étudier, trop travailler intellectuellement ou devoir se concentrer de façon continue et prolongée peut affaiblir la rate. La rate, le cœur et le rein exercent tous une influence sur la pensée et la mémoire. Ici, la rate va influencer notre capacité à penser dans l'étude, la concentration et la mémorisation nécessitées par un travail intellectuel ou des études. Le cœur nous permet d'avoir une pensée claire lorsque nous devons affronter les problèmes de la vie. Il a également une influence sur la mémoire à long terme d'événements passés. Le rein nourrit le cerveau et influence notre mémoire immédiate dans la vie quotidienne. Donc, voilà. Je vais donc maintenant parler de la notion du Jing. Donc en médecine chinoise, après le Chen, c'est le deuxième élément des trois trésors. Le Jing en médecine désigne donc l'essence vitale, la trame de vie contenue dans la graine ou la semence d'un être et qui lui permet de se développer selon les critères de son espèce. C'est donc par exemple le Jing qui fait qu'un gland ne peut donner qu'un chêne et que tout le développement de l'arbre est présent à l'état latent et invisible dans sa semence. Et donc on va distinguer deux différents Jing. Il va y avoir tout d'abord le Jing inné, ou prénatal on va l'appeler également. Donc le Jing inné, il est transmis par les parents au moment de la conception et il est à l'origine des phénomènes de transformation qui permettent la formation et l'individualisation du chi. On dit qu'il provient du ciel antérieur. Donc voilà, le Jing inné provient du ciel antérieur. Et ensuite, il va y avoir donc ce qu'on va appeler le Jing acquis, ou post-natal. Voilà, il est produit tout au long de la vie par les transformations métaboliques qui dépendent du chi. C'est-à-dire que le Jing acquis dépend de la transformation des aliments et des boissons. Et c'est celui-ci qu'on va dire qu'il provient du ciel postérieur. Donc en médecine chinoise, on dit, citation, le chi revient au Jing.
la transformation engendre le Jing. La transformation du Jing produit le Qi. Fin de citation. Donc on voit bien, on a un Jing inné qui est présent, qui permet donc la transformation et l'individualisation du Qi, et c'est ce même Qi qui va permettre par la suite donc la formation du Jing acquis. Et donc voilà, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le Jing inné est nécessaire à la production du Jing acquis, qui lui-même va entretenir et compenser la perte de Jing inné. Et ce qu'il est donc très important à comprendre, c'est que tout ce qui va donc épuiser le Qi va donc indirectement épuiser le Jing. On va bien sûr retrouver le fait, donc là je cite des exemples, donc premièrement, d'avoir de trop fortes tensions émotionnelles de manière prolongée. Deuxièmement, d'avoir un surmenage intellectuel ou physique prolongé, bien sûr. Troisièmement, d'avoir une maladie qui dure trop dans le temps. Quatrièmement, c'est bien sûr le fait d'avoir une alimentation trop crue ou avec des aliments de nature froide, de manière exagérée et prolongée. Voilà. Ces 4 exemples, par exemple, vont épuiser le Qi de l'organisme et donc vont indirectement épuiser son Jing. C'est très important à comprendre. Et donc, au niveau du Jing, il y a 2 aspects du Jing. Il y a tout d'abord l'aspect Yang du Jing, qui correspond globalement à ce qu'on va appeler le Wan Qi, dont je vais parler par la suite, et qui a pour fonction de réchauffer, d'activer, de transformer et de faire circuler. Il intervient dans les transformations impliquées dans la formation du Qi, du sang et des liquides organiques, ainsi que celles qui régissent la croissance, le développement et la reproduction. Et donc le second aspect, c'est bien sûr l'aspect yin du Jing, qui fournit une base matérielle aux activités dynamiques de l'aspect yang. Il fournit le substratum indispensable à la formation des composantes matérielles du Jing, comme le sang, la moelle, etc. Donc la notion de Jing, ici, il faut bien comprendre, est bien plus large que la notion de génétique en Occident. Elle prend en considération l'état énergétique des 2 parents lors de la conception. Donc ici, je donne une petite parenthèse pour désigner uniquement la forme corporelle ou l'aspect matériel de l'être. Ça ne correspond pas tout à fait au Jing, parce que ça c'est plus large, comme je l'ai dit. En chinois, on va l'appeler le Xing, voilà, avec un X. Je mettrai le mot à l'écran. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. De plus, une précision importante, c'est que le Qi est nécessaire pour produire et entretenir la présence du Chen, comme je l'ai dit auparavant, qui ne pourrait donc pas se maintenir sans que le sang, les viscères et les méridiens, contrôlés et parcourus par le Qi, ne soient régulés et entretenus. Donc voilà, ça c'est quand même important à bien comprendre. Et donc je vais parler ici du Qi maintenant. Le Jing, ça a été relativement court. Et donc le Qi, c'est l'ensemble des énergies. Donc, oui, petite précision, le Qi, normalement, ça s'écrit un Q avec un I et un accent aigu sur le I. À l'écran, je l'écris toujours QI, mais en fait, on ne peut pas mettre d'accent facilement, donc voilà. Donc c'est l'ensemble des énergies et substances présentes dans la nature et l'être humain. C'est l'énergie vitale universelle. Le Qi est présent dans toutes les manifestations de la nature. Dans la conception ancienne, il est un élément fondamental dans la constitution de l'univers, capable de produire chaque chose par ses mouvements et ses transformations. Il est indispensable à la constitution de l'organisme et à l'entretien de son activité vitale. Le Qi a plusieurs origines. Comme dit auparavant, il provient du Jing inné, ou Jing du ciel antérieur, voilà, et du Jing acquis, bien évidemment, ou Jing du ciel postérieur. Il faut y ajouter le Qing Qi, donc ce qu'on va appeler le Qing Qi, c'est le Qi pur qui provient de l'air.
Donc ici, hein, globalement, c'est grâce à l'action de la rate et de l'estomac que le chi des aliments est acheminé jusqu'au cœur, où il va ensuite se rendre dans les poumons afin de se combiner au chi de l'air pour former ce qu'on va appeler le dong chi, c'est-à-dire l'énergie de la poitrine, et le zen chi, c'est-à-dire l'énergie vraie ou l'énergie authentique. Mais je vais détailler tout ça un peu plus précisément plus tard. Hein. Et donc on a aussi une subdivision de ce zen chi en wei chi, énergie défensive, et ying chi, énergie nourricière. Hein. Et ces différents chi sont produits grâce à l'impulsion de l'énergie originelle, ou wan chi, dont j'ai parlé juste avant, issue elle-même du jing inné, lui-même dépendant donc du jing acquis pour son développement. Hein. Mais avant de parler en précision de ces différents types de chi, je vais tout d'abord donner les fonctions générales du chi, qui sont associées donc au chi, au nombre de 5. On va voir tout d'abord la fonction d'impulsion. C'est donc l'action dynamique du chi qui va s'exprimer dans l'activation des fonctions de croissance et de développement de l'organisme, dans la stimulation des fonctions des viscères et des méridiens, et dans la production et la circulation du sang et des liquides organiques. Donc en cas de dysfonctionnement, on a un retard de croissance, des troubles de la production et de la circulation du sang et des liquides organiques. La deuxième fonction, c'est la fonction de réchauffement. Le chi est responsable du maintien de la température corporelle qui permet une bonne circulation du sang et des liquides organiques, ainsi que la vaporisation de ces derniers. Donc en cas de dysfonctionnement, on a une diminution de la température corporelle, une crainte du froid, des extrémités froides, un ralentissement de l'activité fonctionnelle des organes et des entrailles. Voilà, donc la troisième fonction, ça va être la fonction de protection. Le chi exerce une fonction immunitaire qui s'exprime dans la capacité à résister à la pénétration des énergies pathogènes et à lutter contre celles-ci lorsqu'elles ont déjà envahi l'organisme. Et en cas de dysfonctionnement, bien sûr, on a tous les types de dysfonctionnement avec une grande vulnérabilité aux éléments pathogènes. Donc la quatrième fonction, ça va être la fonction de contrôle. Le chi permet de contenir le sang, les liquides organiques, le jing et les viscères à leur place respective. Elle s'exprime par exemple par le chi de la rate qui contient le sang dans les vaisseaux, le chi des reins qui contrôle les orifices inférieurs, ou dans la fermeté de Ren Mei et de Chong Mei qui permettent le bon déroulement de la grossesse. Donc ici, Ren Mei et Chong Mei, ce sont des méridiens tout simplement dans le corps. Donc en cas de dysfonctionnement, on a des extravasions sanguines, des échappements de liquide organique avec des transpirations spontanées, une salivation excessive, etc. On peut avoir une spermatorrhée également, c'est-à-dire un échappement de sperme. Donc voilà, donc la cinquième et dernière fonction générale, ça va être la fonction de transformation du chi. Le chi permet l'ensemble du métabolisme cellulaire, de la production des substrats vitaux à l'élimination des déchets. Et donc en cas de dysfonctionnement, on a les troubles de la digestion et de l'assimilation des aliments, de la production du chi, du sang et des liquides organiques. Je vais donc maintenant parler des différents types de chi. On va avoir donc tout d'abord l'énergie originelle, le wan chi. Il est donc issu du jing inné et entretenu par le jing acquis, formé au niveau du foyer inférieur, donc par les reins et le ming men. Sa qualité et sa quantité dépendent donc de l'héritage des ascendants, mais son entretien dépend du mode de vie qui peut en assurer la pérennité ou son épuisement précoce. Les fonctions de wan chi sont principalement l'impulsion et le réchauffement. L'abondance et le déclin de wan chi marquent les phases de croissance, de développement, de maturité et de vieillissement. Son insuffisance ralentit le développement et l'activité fonctionnelle des viscères.
Donc voilà, ensuite on va avoir ce qu'on va appeler l'énergie de la poitrine, le Zong-chi. Mais ici je vais détailler donc un peu plus en précision auparavant comment est-ce qu'il est formé. Donc c'est la première énergie produite à partir de sources externes, que sont l'énergie de l'air, le King-chi, capté par le poumon, et l'énergie des aliments transportés par la rate. Donc la synthèse des deux produits, Zong-chi, qui se concentre, la synthèse des deux produit le Zong-chi qui se concentre au niveau de la poitrine et descend ensuite vers les reins grâce aux fonctions de descente du poumon. Elle émerge d'une part par la gorge, donnant de la force à la voix, et d'autre part elle rejoint le cœur et entretient son rythme. Donc les fonctions principales de Zong-chi concernent donc la respiration et le rythme cardiaque, auquel il apporte l'impulsion et contrôle la régularité. L'insuffisance donc de Zong-chi, respiration faible, voix faible, rythme cardiaque et circulation perturbée. Donc voilà, c'est ça quand on a une insuffisance de Zong-chi. Et donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, comme vous l'avez compris, Zong-chi est créé grâce à l'énergie des éléments qui va remonter jusqu'au cœur puis aller au poumon grâce donc à l'action de la rate, il remonte, etc. et qui va se combiner donc à l'énergie de l'air. Et ensuite, Zong-chi va donc descendre vers la zone des reins et va être donc transformé à ce niveau en Zen-chi par l'action de Wan-chi, c'est-à-dire l'énergie originelle. Et Zen-chi, qui est donc l'énergie authentique ou l'énergie vraie, il va s'agir en réalité donc d'une énergie plus raffinée et plus individualisée de l'organisme. Enfin, c'est la plus raffinée, la plus individualisée de l'organisme. Et une fois formé, Zen-chi va remonter jusqu'au poumon en approvisionnant sur son parcours les organes et les entrailles. Mais une fois arrivé au poumon, Zen-chi va se subdiviser en deux autres énergies qui sont donc premièrement le yin-chi ou énergie nourricière et en wei-chi ou énergie défensive. Et donc dans ces deux énergies, on va en désigner une comme énergie plus yang et une autre comme énergie plus yin. Donc il faut bien comprendre ici que le yin et le yang, ce sont des énergies relatives. Ici, un élément est plus yang par rapport à un autre et un élément est plus yin par rapport à un autre. Et donc ici, ça va être le yin-chi ou l'énergie nourricière qui va être considérée comme yin et le wei-chi et l'énergie défensive qui va être considérée comme yang. Donc voilà. Et donc je vais détailler ici donc l'énergie nourricière, le yin-chi. Le yin-chi circule donc dans l'organisme en traversant 50 fois les 14 méridiens selon un trajet précis. Ça, c'est donc ce que l'on va appeler donc l'horaire de circulation de l'énergie. Donc je vais mettre un schéma juste ici plutôt. Donc sur le schéma que je vous mets à l'écran, il s'agit des différentes périodes de plénitude d'énergie, c'est-à-dire les moments où l'énergie est la plus forte à un moment donné de la journée dans certains organes et entrailles de notre corps. Et donc ici, je vais les détailler successivement. Nous avons dans l'ordre de 1h à 3h le foie, de 3h à 5h le poumon, de 5h à 7h le gros intestin, de 7h à 9h l'estomac, de 9h à 11h la rate, de 11h à 13h le cœur, de 13h à 15h l'intestin grêle, de 15h à 17h la vessie, de 17h à 19h les reins, de 19h à 21h on va avoir ce qu'on va appeler l'enveloppe du cœur. Donc dans beaucoup d'écrits vous allez retrouver plutôt l'appellation maître du cœur, mais l'appellation maître du cœur est en réalité une mauvaise traduction du chinois, parce qu'en chinois le cœur est considéré comme l'empereur, c'est-à-dire qu'en fait il ne peut pas y avoir quelque chose au-dessus du cœur, il ne peut pas y avoir un maître du cœur, c'est une mauvaise traduction. On dit en réalité que c'est l'enveloppe du cœur. Et donc ensuite on a de 21h à 23h le triple réchauffeur, et de 23h à 1h la vésicule biliaire. Donc voilà.
les fonctions de Yin-Chi est de produire le sang, ainsi que de nourrir l'ensemble de l'organisme. Yin-Chi circule à l'intérieur des vaisseaux sanguins et des méridiens, donc à l'image du sang. Et donc ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que dans les textes chinois, souvent Yin-Chi et le sang sont utilisés un petit peu indifféremment, car tout simplement ce sont deux notions qui sont un petit peu difficiles à distinguer, tout simplement. L'insuffisance donc de Yin-Chi entraîne une dénutrition avec un vide de sang. Donc voilà, ensuite nous avons donc l'énergie défensive, le Wei-Chi. Wei-Chi circule à l'intérieur et à l'extérieur et à l'intérieur des méridiens et des vaisseaux. Donc c'est-à-dire autour des parois des vaisseaux et des méridiens. Donc un petit peu à l'image des globules blancs, donc pour ceux qui connaissent le système immunitaire à l'occidental, c'est un petit peu ça. Pour la production de Wei-Chi, le Jing inné des reins joue un rôle important de stimulation. On dit que Wei-Chi reçoit son impulsion du foyer inférieur, qu'elle est nourrie par le foyer médian et qu'elle est diffusée au niveau du foyer supérieur. Donc ça, voilà, c'est très important à comprendre. Donc ici, on parle des trois foyers, c'est-à-dire en fait, on parle du triple réchauffeur ici quand on parle des trois foyers. Et donc, en fait, pour les décrire un petit peu rapidement ici, il va y avoir tout d'abord le foyer inférieur qui va être composé des reins et de la vessie. Donc voilà, ici, il va principalement s'agir plus des reins dans ce cas-là. Ensuite, le foyer médian va comprendre tout ce qui est rate, estomac et foie. Mais ici, il va plus s'agir de la rate et de l'estomac. Et donc ensuite, on a le foyer supérieur, donc aussi au niveau de la poitrine. Il va s'agir du poumon et du cœur. Et ici, ça va être le poumon, voilà, qui va permettre donc la diffusion de Wei-Chi. Ainsi, Wei-Chi est diffusé à l'ensemble de l'organisme grâce aux fonctions du poumon et géré principalement par cet organe qui contrôle la peau et qui est un peu le bouclier des viscères contre les énergies pathogènes. Voilà. Donc ici, donc dans cette vidéo, je vais vous passer tout le trajet qu'effectue Wei-Chi dans l'organisme. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir le document qui est en description pour cela. Et donc, principalement, la fonction principale de Wei-Chi est de défendre l'organisme contre l'agression des agents pathogènes externes à partir de la surface du corps, de les combattre et de les repousser le cas échéant. Donc s'ils ont réussi à pénétrer donc à l'intérieur de votre corps. En contrôlant l'ouverture et la fermeture des pores de la peau et des espaces interstitiels, Wei-Chi régule la transpiration. Wei-Chi participe également au réchauffement et intervient dans l'équilibre des phases de veille et de sommeil. Donc voilà, là j'ai fini donc de vous décrire un petit peu les trois trésors donc en médecine chinoise. Il me reste donc à vous parler donc des deux autres substances que sont le sang et les liquides organiques. Et donc je commence par le sang. Le sang est produit dans la poitrine grâce à l'action du cœur et des poumons, à partir de l'énergie des éléments, donc énergie des éléments qu'on va appeler le Gu-Qi en chinois. Donc voilà, l'énergie des éléments qui monte au cœur et au poumon grâce à l'énergie de la rate, comme je l'ai dit auparavant. Mais de plus, on va avoir l'aspect yin du Jing qui produit la moelle osseuse et qui à son tour produira le sang. Donc le sang produit à partir de la moelle osseuse. Et on a donc l'aspect yang du Jing ou Wan Qi qui va activer les transformations effectuées à la fois par le cœur et les poumons dans le réchauffeur supérieur et par la rate et l'estomac dans le réchauffeur moyen. Ici, le sang donc est de nature objectivement matérielle comparé au qi et à tout ce qu'on a vu auparavant. Il est défini comme un liquide rouge très nutritif qui circule dans les vaisseaux dont on dit qu'ils sont la demeure du sang. Le sang ne peut avoir donc son activité physiologique que lorsqu'il est présent dans les vaisseaux. Le sang est produit grâce à Yin-Chi, l'énergie nourricière, dont il est en fait possible qu'il ne s'agisse que de deux aspects d'une même réalité, comme je l'ai dit auparavant.
car ils sont très souvent confondus dans les textes de référence en médecine chinoise. Le sang dans l'organisme a deux fonctions organiques principales qui sont de nourrir et d'humidifier. Il nourrit grâce à l'apport d'aliments nutritifs de base et à l'action de Yin Qi qui circule donc avec le sang. Et il humidifie donc les tissus car il est de nature yin, tout simplement. En cas donc de dysfonctionnement apparaissent sécheresse de la peau, raideur musculaire, faiblesse générale et ralentissement de l'activité fonctionnelle des viscères. De plus, le sang constitue le support substantiel de l'activité mentale et spirituelle. Comme je l'ai dit donc au début de cette vidéo, le sang est le support du Chen ou la racine de l'esprit. Donc un dysfonctionnement peut entraîner insomnie, perte de mémoire, agitation et dans les cas graves, perte de connaissance, troubles psychiatriques et coma. Donc ici je vais détailler pour la circulation du sang. Il y a 4 organes qui vont jouer un rôle important. Donc je vais détailler successivement. Il va y avoir tout d'abord le cœur qui gouverne le sang et les vaisseaux sanguins. Il est responsable de l'impulsion initiale. On va avoir ensuite donc le poumon qui gouverne le qi. Il assure la diffusion et la distribution du sang à l'ensemble de l'organisme grâce à zong qi, donc l'énergie de la poitrine. On va avoir ensuite donc le foie qui stocke le sang et le libère à la demande. Il est responsable du volume de sang circulant dans l'organisme. De plus, comme il assure la libre circulation du qi, il permet la fluidité de la circulation sanguine. Donc voilà, il faut savoir que le foie permet la libre circulation du qi. Ensuite, donc, on va avoir la rate qui contient le sang dans les vaisseaux, évitant qu'il ne s'extravase, ne s'échappe. Donc c'est le qi de la rate. Quand on parle de rate, c'est le qi de la rate. Et donc vous avez bien compris ici donc, que c'est l'action combinée de ces 4 organes qui permet la circulation harmonieuse du sang. Un dysfonctionnement au niveau d'un de ces 4 organes va pouvoir entraîner des troubles de circulation du sang. Donc une autre chose très importante à savoir, c'est que le mouvement du sang est donc sous la dépendance de l'action motrice du qi. Et en retour, le qi est sous la dépendance de l'action nutritive du sang. Les deux sont interreliés et interdépendants. C'est pourquoi en médecine chinoise, on va dire, donc citation, le qi est le commandant du sang. Le sang est la mère du qi. Fin de citation. Donc dans ce couple, le sang est yin et le qi est yang. Le sang est de nature matérielle et le qi est de nature plus immatérielle, énergétique. C'est lui qui va donner l'impulsion, l'énergie. Le qi est le commandant du sang. Ainsi, donc, si le qi stagne pendant un certain temps, il en résulte une stase de sang. De plus, le sang et les liquides organiques sont donc intimement liés car ils proviennent de la même source, qui est donc l'énergie des aliments, et également ils peuvent être transférés de l'un à l'autre, ils sont donc interdépendants. Donc voilà, pour la dernière partie de cette vidéo, je vais parler donc des liquides organiques. Donc les liquides organiques en chinois, ça va consister, ça va s'appeler le Jin Ye, le Jin Ye, tout simplement parce qu'il va désigner 2 réalités distinctes. On va avoir tout d'abord le terme de Jin, qui va désigner les liquides organiques clairs, limpides et fluides, qui diffusent principalement au niveau de la surface du corps, c'est-à-dire la peau et les poils. Et ensuite le terme Ye, qui va désigner les liquides organiques épais, denses, plus visqueux, qui circulent dans les profondeurs du corps, c'est-à-dire par exemple les articulations, les viscères, le cerveau, etc. Et donc ici, dans cette subdivision du Jin et du Ye, il va également y avoir un rapport yin et yang
Et ici, ça va être le Jin qui va être Yin, et le Ye qui... Non, pardon, le Jin va être Yang, et le Ye va être Yin. Et donc ici, on va commencer par les fluides, c'est-à-dire le Jin, qui est de nature Yang. Ça va être les liquides légers et fins, comme l'eau. Ils circulent avec le Qi protecteur, c'est-à-dire le Wei Qi, à la surface du corps, dans la peau et les muscles. Leur mouvement est rapide et est sous le contrôle du poumon, qui les diffuse à la peau et à tout le corps. Le réchauffeur supérieur contrôle également leur transformation et leur acheminement vers la peau. Leur fonction est d'humidifier et partiellement de nourrir la peau et les muscles. Ils se manifestent sous forme de larmes, par exemple de salive et de mucus. Et donc il est dit également que ces liquides permettent également de fluidifier le sang. Voilà. Donc ensuite, le deuxième type de liquide, les liquides Ye, ça va être des liquides plus troubles, plus lourds et plus denses. Ils circulent avec le Qi nourricier, c'est-à-dire avec le Yin Qi. Donc à l'intérieur du corps, leur mouvement est relativement lent. Ils sont sous le contrôle de la rate et du rein pour ce qui est de leur transformation et du réchauffeur moyen pour ce qui est de leur circulation et de leur excrétion. Pardon. Ici, leur fonction, donc ces liquides Ye, ça va être d'humidifier les articulations, la moelle épinière, le cerveau et la moelle osseuse. Ils vont également lubrifier les orifices des organes des sens, comme les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Donc voilà pour les deux types de liquides. Et donc au niveau de la formation de ces deux liquides organiques, il va y avoir donc plusieurs étapes successives, donc qui sont relativement complexes. Donc voilà, accrochez-vous. Concentration. Donc premièrement, ils proviennent bien entendu des aliments et des boissons qui sont transformés et séparés par la rate. Et donc quand on dit transformés et séparés, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie pure et une partie impure. Et donc ici, la partie pure va monter au poumon, donc grâce à l'énergie de la rate, qui va en diffuser une partie à la peau et faire descendre donc l'autre partie au rein. Et donc ici, il va y avoir donc une deuxième partie, la partie impure, qui va descendre dans l'intestin grêle, où elle est de nouveau séparée donc en deux fractions. Il va y avoir à nouveau la partie pure qui va aller à la vessie et la partie impure qui ira au gros intestin. Donc ici au gros intestin, où cette partie impure, il va y avoir une partie donc pure qui va être réabsorbée et le reste sera éliminé par les selles. Mais ici donc je reviens à la partie pure qui est allée à la vessie. Et ici, la vessie va donc à nouveau transformer et séparer les liquides donc qui sont arrivés en partie pure et en partie impure. Et la partie pure va monter et va aller à la surface du corps où elle va donner de la transpiration. La partie impure va descendre pour être transformée en urine. Ici, la vessie va effectuer donc cette fonction de transformation et de séparation grâce à l'action du Qi, qui provient du yang des reins. Cette fonction, en médecine chinoise, est appelée la fonction de transformation du Qi. Donc voilà, il s'agit donc successivement d'un processus de purification, donc en plusieurs étapes, des liquides organiques provenant des aliments, où à chaque fois, on va avoir une fraction pure qui va monter et une fraction impure qui va descendre. Donc voilà, le bon fonctionnement de ce processus est bien évidemment essentiel au bon fonctionnement et au bon déroulement de toutes les fonctions organiques. Et donc c'est pourquoi en médecine chinoise on va parler toujours du pur dans l'impur ou de l'impur dans le pur. Une dernière chose qu'il faut savoir ici, c'est que le qi et les liquides organiques sont également interdépendants, tout comme avec le sang
il va y avoir des relations qui vont pouvoir exister donc entre le chi et les liquides organiques. Et donc tout d'abord, hein, c'est le chi qui va transformer, qui va transporter les liquides. Et les liquides ici vont être de nature yin et le chi est de nature yang. Sans le chi, les liquides organiques stagneraient et généreraient de la maladie, tout simplement. C'est le chi qui va permettre, par exemple, de faire monter l'énergie jusqu'au poumon, hein, grâce donc au chi de la rate, etc. Et tous les mouvements sont permis grâce au chi. Donc ensuite, deuxièmement, c'est le chi qui va permettre de retenir les liquides organiques, tout comme il retient le sang. Si le chi est insuffisant, les liquides s'échappent et peuvent alors entraîner de l'incontinence urinaire ou de l'énurésie. Dans ce cas, on va parler de vide de chi des reins, du rein, pardon. Il va pouvoir y avoir des transpirations spontanées, avec un vide de chi du poumon, par exemple, ou des pertes vaginales chroniques, par exemple. Donc ça, il s'agit plus d'un vide de chi de la rate. Et donc c'est pourquoi, hein, donc en médecine chinoise, on dit par exemple un vide de chi fait transpirer, simplement parce que quand on a un vide de chi, eh bien, on peut avoir des transpirations spontanées. Hein. Le chi n'est plus suffisant pour retenir les liquides dans le corps, et donc on transpire. Donc troisième point, pour finir, et à l'inverse de ce que je viens de dire, il arrive donc qu'une perte importante de liquide organique épuise le chi. Cela arrive lors de transpirations profuses, par exemple. La personne peut alors présenter par la suite de ces transpirations des membres froids, une grande pâleur, une crainte du froid, ou donc, autrement dit, un vide de yang. Ceci est en fait dû à la perte du chi protecteur, hein, qui est situé entre la peau et les muscles. Et comme je l'ai dit, le chi protecteur est de nature yang, et c'est pourquoi on va dire que les transpirations profuses lèsent le yang. Cela peut aussi être causé, par exemple, hein, donc par des vomissements excessifs, d'où l'expression « sans aucun doute, des vomissements persistants épuisent le chi ». Donc voilà, fin d'expression. Donc voilà, donc c'est ce qui marque la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Hein. J'ai conscience que ça a été long et prenant. Hein, donc voilà. J'espère cependant qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des informations qui vous ont intéressé et qui vous aideront donc dans votre cheminement personnel et dans votre guérison, hein, si je puis dire. N'hésitez pas bien évidemment à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes, à commenter, donc si vous avez quelque chose à dire, hein, et bien sûr à l'aimer si vous avez aimé cette vidéo. Donc ici, en cette fin de vidéo, je rappelle comme d'habitude que je suis thérapeute en biorésonance multidimensionnelle, que c'est une méthode pour rééquilibrer vos organes et éliminer les polluants qui sont présents dans ces derniers. Je vous mets bien évidemment la playlist ici comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas. Et sur ce, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.